Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée et les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes au téléphone et que vous avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction dialogue. Je cède à présent la parole à votre animateur, Neil Dreimer, directeur à la FCISF. Neil Dreimer, bonjour et merci. Bienvenue à ce webinaire Défi Innovation Priorité Santé. Je suis Neil Dreimer et je suis vraiment ravie d'être avec vous pour la toute première fois à titre de directeur des défis santé de la FCISF car Jennifer Thornhill-Verma est en congé de maternité. D'ailleurs, elle attend des jumeaux incessamment. Je vais d'ailleurs aussi commencer par reconnaître que nous nous rencontrons sur ce territoire qui est habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. Plus précisément, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, qui est le territoire ancestral non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions leur lien historique profond à cet endroit et l'occasion de s'y réunir aujourd'hui. Nous voulons aussi reconnaître que, vous le savez, nous vivons des moments sans précédent pour nous, comme personnes, mais aussi comme participants au système de santé et comme citoyens du monde. Et donc, nous souhaitons vous remercier, vous tous, qui êtes travailleurs de la santé et travailleurs essentiels pour nous maintenir en santé. Nous sommes très heureux d'offrir toutes les activités du défi Innovation Priorité Santé en mode bilingue, dont ce webinaire. Si vous souhaitez voir les diapositives d'aujourd'hui en français, veuillez nous le dire dans la boîte de dialogue maintenant. Le numéro de téléphone pour vous brancher sur l'audio en français sera affiché à l'écran une fois que vous serez transféré à la pièce d'attente en français. Nous vous invitons à vous servir de la langue officielle de votre choix lorsque vous saisirez vos questions et observations dans la boîte de dialogue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me passionne, c'est-à-dire utiliser les données pour l'amélioration. Ce sera utile pour vous qui travaillez en amélioration de la qualité, que ce soit en santé mentale, en soins communautaires et au-delà. Avant de commencer, j'aimerais évoquer quelques questions d'ordre administratif. D'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous présenter dans la boîte de dialogue, dans l'encadré en bas à droite de votre écran. Dites-nous quel est votre organisme d'attache, où vous êtes situé, et si vous avez des questions brûlantes pour nous aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée et d'avoir une boîte de dialogue entièrement bilingue pour ce webinaire. N'hésitez pas au fil de ce webinaire, à envoyer vos questions grâce à la boîte de dialogue en anglais ou en français. Nous avons prévu du temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions, mais vous pouvez les saisir chemin faisant. C'est maintenant avec beaucoup de plaisir que je vous présente notre conférencier invité. Le professeur Rylan Egan est professeur adjoint du programme de qualité de la santé à l'Université Queen's. Il possède une expertise en recherche à méthode mixte, recherche quantitative et qualitative. Il a co-développé un programme d'apprentissage sur l'amélioration de la qualité et travaille à l'échelle locale, nationale et internationale à des initiatives d'amélioration de la qualité. Le professeur Egan nous montrera aujourd'hui comment on peut faire la collecte et l'analyse des données au service de nos initiatives. Bienvenue, professeur Egan. Et je vais maintenant présenter mes collègues de l'équipe Défi Santé. Lindsay Yarrow, Sabrina Khan et Émilie Lalonde qui surveilleront la boîte de dialogue pour répondre à vos questions. Ce qui me mène aux objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Alors, comme vous le voyez, nous avons affiché les objectifs de ce webinaire à l'écran. Étant donné que vous êtes nombreux à n'avoir jamais participé à ce webinaire, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Nous allons rapidement passer en revue les innovations de la FCISF et où nous en sommes dans notre cheminement de priorité santé, ainsi que nos tout derniers lauréats. Nous allons aussi avoir l'occasion
d'entendre deux des équipes qui ont participé à ce défi et qui nous parleront de surmonter les obstacles en matière de collecte de données et qui partageront leurs apprentissages en la matière. Vous pouvez leur poser des questions dans la boîte de dialogue. Ce sont des équipes qui font ce travail tous les jours et qui doivent, comme vous, surmonter ces défis au quotidien. Et enfin, nous entendrons le professeur Rylan Egan. Alors, très rapidement, quelques mots sur la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, ou FCISS, et quelques mots sur notre stratégie actuelle. Donc, trouver, promouvoir des innovateurs et des innovations, c'est un de nos objectifs clés à la FCISS, une chose à laquelle on s'attache avec des partenaires, dont vous êtes d'ailleurs. Les défis innovation santé cherchent des méthodes innovantes d'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie, ainsi que les services de soins communautaires et à domicile. À cette diapositive, nous avons quelques exemples d'indicateurs d'accès sur lesquels on se concentre dans le domaine des services de santé mentale et de toxicomanie. Alors, on espère que les équipes qui se joignent à nous dans le cadre de ces défis pourront nous parler de leurs approches innovantes, de sorte que l'on puisse obtenir plus de renseignements sur ces indicateurs d'accès en matière de santé mentale et de toxicomanie. Par ailleurs, les équipes du service à domicile et des soins communautaires se joignent également à nous et elles s'intéressent aux indicateurs comme ceux que vous voyez à l'écran, entre autres la détresse des proches aidants. Si vous avez des questions par rapport à ces indicateurs et comment on les a conçus, n'hésitez pas à écrire à l'équipe des défis. Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions. Si vous n'avez pas leur adresse électronique, notre équipe partagera ces adresses avec vous dans la boîte de dialogue. Alors, où en sommes-nous le long de notre parcours jusqu'à présent? Je suis très heureux de dire que nous avons passé la mi-chemin de notre échéancier du défi Innovation Santé. Les défis prendront fin au mois d'octobre et donc on a de quoi être fier de tous les progrès qu'on a accomplis jusqu'à présent. À cette diapositive, vous voyez une carte qui illustre d'où proviennent les diverses équipes, à la fois en santé mentale, mais aussi du côté des services communautaires et à domicile. Pour le moment, nous avons 21 équipes, dont 8 qui travaillent dans les soins à domicile et communautaires et 13 qui travaillent en santé mentale. C'est également une excellente occasion pour nous de signaler que nous avons de nouvelles équipes. Donc, dans le secteur des soins à domicile et communautaires, on souhaite la bienvenue à CHEO, l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, qui se concentre sur le projet d'aiguillage pour les familles. Et du côté de la santé mentale et des toxicomanies, nous avons l'hôpital Peter Lougheed de Calgary et son projet qui se centre sur l'organisation des contingences pour les troubles liés à l'utilisation de stimulants. Et ensuite, Pathstone Mental Health de Sainte-Catherine en Ontario, dont le projet concerne le parcours de soins pour l'évaluation des risques de menaces de violence. Alors, bienvenue à ces trois équipes. S'agissant des équipes, on voulait justement prendre un petit moment pour souligner l'excellent travail des récipiendaires des derniers prix, des gagnants du défi demi-parcours qui ont remporté 55 000 $ au total. Entre autres, nous avions Vancouver Coastal Health, l'Association canadienne pour la santé mentale de la région de York, le Centre Sunnybrook des sciences de la santé et le réseau de soins primaires Calgary Foothills. Nous avons aussi voulu souligner les lauréats du mini-défi numéro 2. Et ici, il s'agissait de soumettre des chartes d'amélioration, de projets d'amélioration plutôt, qui représentaient 35 000 $ au total. Et vous voyez les lauréats affichés à l'écran. Les zones d'Edmonton et de Calgary de l'Alberta ont remporté un de ces prix.
le réseau de soins primaires de Calgary Foothills, le programme de respirateur à domicile du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, le Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, le Centre Sunnybrook des sciences de la santé et santé mentale Pathstone Mental Health. Alors, félicitations à vous tous. Ah, bon, alors j'ai assez parlé. C'est maintenant avec beaucoup de plaisir que je cède la parole à deux des équipes elles-mêmes, afin que l'on puisse comprendre comment elles se servent de leurs données pour étayer leurs travaux. Et je vous rappelle, tandis que vous écoutez les exposés de nos intervenants, je vous invite à saisir vos questions. Et je vois d'ailleurs que la boîte de clavardage est très achalandée, car beaucoup de gens s'y présentent. Alors sur ce, je cède la parole à Karen Long, de l'Association canadienne pour la santé mentale de la région de York. Elle va nous parler du programme Bounce Back. Et je crois que c'est nous qui allons faire défiler vos diapositives. Karen Long, merci de l'occasion de parler de données pour le projet Bounce Back. Vous savez, nous sommes très heureux d'être parmi vous. Ce sont des moments sans précédent, comme vous le disiez. C'est une excellente occasion pour nous de discuter ensemble et on s'en réjouit. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, s'agissant de surmonter les obstacles à la collecte des données, il y a beaucoup à dire de ce côté, mais j'ai quand même réfléchi à ce que j'appellerais des domaines réussis pour notre programme et comment nous avons utilisé ce programme pour surmonter des obstacles comme la collecte de données. Alors, de mon point de vue et du point de vue de mon équipe, on a trouvé que instaurer une culture axée sur les données était vraiment essentiel à la collecte de données et de se servir d'une approche d'amélioration de la qualité. On a trouvé qu'un grand nombre des membres du personnel de première ligne sont fort concentrés sur d'excellents services pour leurs patients. Et ils trouvent que la collecte de données est encombrante, que c'est une charge administrative, que même c'est malaisé parce que, bon, il faut surmonter l'obstacle administratif. Souvent, les équipes de première ligne ne comprennent pas pourquoi elles doivent recueillir des données tandis qu'elles veulent prodiguer des soins. Alors, il s'agit pour nous d'instaurer une culture. Et c'est ce qu'on a fait. On a demandé au personnel de participer à la conception de la formation et à la mise en œuvre des projets de collecte de données. Il s'agit d'encourager chacun des membres du personnel à comprendre pourquoi on leur demande de recueillir des données. Qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qu'on fait pour le plaisir. On ne fait pas la collecte de données simplement parce que quelqu'un l'a demandé. Non, on veut plutôt que les membres du personnel comprennent, et d'ailleurs on leur a demandé de participer à la détermination de moyens par lesquels ils pourraient faire la collecte de données et contribuer à une meilleure compréhension de ce qui se produit sur le plan, par exemple, dans notre cas, des temps d'attente. Alors, nous avons estimé que c'était très important. Et par ailleurs, sur le plan de la culture propice à la collecte de données, une autre approche en matière d'amélioration de la qualité consiste à faire en sorte que les gens aient envie de comprendre que la collecte de données n'est pas simplement faite au niveau de la recherche. Je pense qu'il faut qu'on explique bien aux gens que les données peuvent servir à la recherche, mais elles peuvent aussi servir à l'amélioration de la qualité. Il y a des gens qui cherchent à avoir des données parfaites. Ils veulent que ce soit des données très précises et avoir tellement de détails. Il faut leur faire comprendre que l'amélioration de la qualité est bien différente.
Évidemment, on veut des données exactes. Oui, on veut des données complètes. Mais il y a une différence entre la recherche et l'amélioration de la qualité. Alors, je pense qu'il faut renseigner le personnel de première ligne, car cela leur permet de comprendre, parce que ça a été le cas de notre personnel, on a pu les encourager à comprendre la raison d'être de ces données, on les a encouragés à participer à la conception et au processus de collection. Et ensuite, ils sont arrivés à un stade où ils se sont dit, ah, on pourrait peut-être aussi inclure telle ou telle chose. On pourrait peut-être faire la collecte de telle ou telle autre chose. Alors, une fois qu'ils ont compris que c'était important, ils étaient emballés. Et ça a fait boule de neige. Ils voulaient recueillir beaucoup d'informations, peut-être même un peu trop. Alors, ce fut un cheminement très important pour notre groupe. Et grâce à la formation et à l'instauration de cette nouvelle culture, on peut se féliciter, je pense, d'avoir un engouement pour la collecte de données au sein de notre culture. Et enfin, je dirais aussi que ce fut important pour le personnel de première ligne de pouvoir obtenir de la rétroaction par rapport aux données qu'ils avaient recueillies, de sorte qu'ils puissent comprendre pourquoi on leur avait demandé de passer du temps à recueillir de l'information de manière très exacte, mais aussi pour leur permettre de comprendre quand on apportait des changements. Pourquoi? Parce que, par exemple, on avait besoin de certains renseignements pour prendre une décision. Maintenant, il fallait passer à autre chose, il fallait recueillir d'autres renseignements. Alors, c'est important de d'avoir leur adhésion, de sorte qu'ils comprennent tous les changements qu'on apportait afin de pouvoir analyser des données qui nous permettent réellement de comprendre notre contexte de temps d'attente, afin de mettre en œuvre des idées de changement, afin d'améliorer, au bout du compte, nos temps d'attente. Alors, ce sont les faits saillants concernant les obstacles que nous avons surmontés en matière de collecte de données. Maintenant, je suis évidemment disposée à répondre à vos questions, ou peut-être à la fin de l'exposé ou du webinaire. Neil Drimer, merci Karen. Vous avez soulevé des questions vraiment très importantes. Je suis certain que le Dr. Egan va également aborder l'engouement pour les données, l'importance d'avoir cette culture. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions et n'hésitez pas à vous servir de la boîte de dialogue si vous avez des questions par rapport à l'exposé présenté par Karen Long. Et à présent, nous allons céder le micro à Dr. François Botta de Vancouver Coastal House et de l'équipe Kelpie Ski. François, la parole est à vous. Dr. François Botta. Bonjour. D'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir cette occasion de contribuer au webinaire. C'est un webinaire qui porte sur quelque chose de très important. Vous savez, la collecte de données, la communication de ces données est très importante pour nous. Alors, je vais vous dire quelques mots sur nous. Kelpie Ski se concentre sur l'utilisation de technologies, entre autres pour endiguer les problèmes de santé mentale et d'angoisse. On a examiné les services ambulatoires pour commencer, afin de déterminer quels étaient les problèmes d'accès qui contribuaient au temps d'attente. On voulait standardiser les processus. On a voulu examiner le cheminement du client. On a voulu schématiser son cheminement afin de voir quelles étaient les possibilités
d'améliorer l'accès et de renforcer notre capacité. Entre autres, il fallait améliorer les processus de dépistage et de diagnostic. On voulait diminuer les points de contact et améliorer la coordination entre les professionnels. En fait, ça nous a permis de recenser les pratiques exemplaires pour réduire les temps d'attente. C'est ce qui nous a permis de mettre au point des guides, des outils, et nous avons pu communiquer ceci. Et c'est ce qui nous a permis de déployer des services de thérapie en ligne. On a vite compris que chacun avait ses méthodes. Entre Vancouver, Richmond, enfin tout le monde avait une méthode un peu différente d'accueil du client, de prestation de service. Dans certains cas, les échéances étaient très limitées, alors que dans d'autres cas, la durée était incertaine. Il y avait une combinaison de thérapie en personne et en ligne. Alors on a tâché d'examiner chacune des méthodes pour pouvoir les comparer afin que l'on puisse réduire ultimement les temps d'attente. Une autre chose qu'on a examinée, bon, c'est parce qu'il y avait beaucoup de collecte manuelle. On s'est dit qu'il faudrait pouvoir automatiser la collecte des données. Alors, il s'agissait pour nous d'examiner les divers outils utilisés, de sorte que l'on puisse rapidement échanger des informations sur la standardisation de la collecte de données et même des thérapies. Alors ça, c'était pour l'aspect collecte, mais ensuite, on a voulu se servir des données pour illustrer notre impact. On voulait examiner un potentiel de diffusion ou de mise à l'échelle. Alors on a d'abord pu examiner et cerner les lacunes en matière de prestation de services. On a d'abord voulu déterminer quels clients se prêtaient mieux à des services virtuels. Par exemple, l'angoisse postpartum, c'était très populaire chez ces personnes. Les gens qui travaillent des quarts de travail difficiles ou très longs. Alors, on a pu déterminer à qui se prêtait le mieux ce genre de thérapie. Ça nous a permis aussi de communiquer une amélioration de l'efficience et finalement de communiquer les résultats. Alors, trois enseignements que j'aimerais présenter. Les enseignements que nous avons tirés de notre expérience. L'importance des relations. Ça, c'est vraiment la clé. C'est la base de tout. De la direction au personnel administratif, au personnel qui assure la prestation des services. C'est très important de favoriser, de préserver les liens. C'est important d'être disponible, d'être facile d'approche, que les gens aient envie de vous parler.
lorsque vous avez des difficultés, c'est beaucoup plus facile de les résoudre si vous avez de bonnes relations avec vos partenaires. Ensuite, il fallait, à notre avis, bien connaître nos parties prenantes, définir également les critères de réussite pour chacun. Qu'est-ce que cherchent les dirigeants? Je vous donne un exemple. Du côté des dirigeants, l'idée de l'évitement des visites, entre autres aux services d'urgence, est important. Si on prodigue des soins virtuels, est-ce que ça permet d'éviter beaucoup de visites aux urgences ou d'hospitalisation? C'est le genre de jeu qui peut les intéresser. Pour d'autres groupes, ça ferait autre chose. Ensuite, il faut se rappeler que le processus de changement peut prendre beaucoup de temps. Alors, il ne faut pas faire des promesses qu'on ne saurait tenir, qui soient trop ambitieuses. Il faut être réaliste. Et voilà pour moi. Merci. Neil Drimer. Merci beaucoup, Dr. Botta. Ce que vous disiez est essentiel à l'utilisation des données, mais aussi à l'amélioration de la qualité et à l'innovation en général. Oui, établir des rapports, avoir une compréhension commune de ce qu'est la réussite, mais qui soit adaptée au groupe de parties prenantes, et aussi tenir compte du temps qu'il faut pour instaurer un changement. Alors, merci beaucoup pour vos réflexions. Alors, je vous invite à saisir vos observations dans la boîte de dialogue, mais nous allons y répondre plus tard parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est certaines des réponses à nos questions de sondage du tout début. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de répondre au tout début du webinaire, vous avez l'occasion de le faire maintenant. La première question était, quelles questions avez-vous au sujet de l'utilisation des données pour l'amélioration? Beaucoup de choses ont changé en raison de la COVID-19. La charge de travail a augmenté radicalement en raison de la restructuration des services de santé. Ça, c'était une des réponses. Je présume que c'est peut-être une question, en fait, qui se cache sous ce commentaire, c'est-à-dire comment examiner l'impact de la COVID-19 sur les services de santé. Et surtout pour les proches aidants, dont la charge de travail a aussi beaucoup augmenté. Alors, vous pouvez saisir vos observations dans la boîte de dialogue, surtout si j'ai mal compris votre question. Et ensuite, la deuxième question était, qu'aimeriez-vous retirer du webinaire d'aujourd'hui? Une des réponses que nous avons reçues, c'est comment nous servir efficacement des données. Eh bien, je pense que nous avons l'invité tout désigné pour le faire. Alors, je suis certain que le professeur Egan va garder ces questions à l'esprit, tandis qu'il présentera ses diapositives. Alors, sur ce, nous allons justement céder la parole au docteur Egan et nous allons d'ailleurs faire défiler ces diapositives pour lui. Bienvenue. Dr. Rylan Egan, merci Neil et merci à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé de m'avoir invité. C'est un honneur, un privilège de vous aider avec les données. J'aime beaucoup les données et je me réjouis, j'espère, de pouvoir vous donner des conseils que vous jugerez utiles. Et de pouvoir, j'espère, répondre à vos questions également. Alors, merci Neil de m'avoir présenté. Vous savez, c'est drôle, une des premières questions, c'est comment se servir efficacement des données. Karen Long et François Botta nous ont donné d'excellents conseils. Ils ont soulevé des observations très importantes. Je vais insister un peu sur ce qu'ils disaient. Créer un engouement pour les données. Il y a beaucoup de gens qui sont craintifs lorsqu'on leur parle de données. Mais il faut créer un engouement. Et comme François le disait, si vous vous concentrez sur les rapports, c'est ce qui vous permet de créer cet agent liant entre les membres de l'équipe et c'est ce qui vous permet de trouver des solutions et de célébrer vos réussites.
Un autre sage conseil qui nous a été proposé par Karen Long, c'est de comprendre la différence entre les données axées sur la recherche et les données axées sur l'amélioration de la qualité. Ce n'est pas la même chose. Chacun a sa place, mais ce n'est pas la même chose, comme elle le disait si judicieusement. Alors, commençons tout de suite. La première chose sera peut-être un peu décalée pour vous. Vous avez demandé de quoi il s'agit. Ce n'est pas vraiment une question de données, mais moi, j'ai une hypothèse à vous proposer. C'est que les données sont les rails du train de l'amélioration de la qualité. C'est ce qui donne une orientation. On peut déplacer les données, travailler avec les données, mais c'est ce qui vous permet de rester ancré dans votre projet. Et les données, l'amélioration de la qualité sont utiles si elles sont contextualisées pour l'équipe. Alors, je vais tâcher de contextualiser l'utilisation des données. Je me suis même servi d'un des projets que j'ai vu comme exemple pour bâtir mon scénario. C'est simplement pour un peu éclairer mon propos. Alors, avant d'entrer dans les données elles-mêmes, pensons aux biais inconscients. C'est très difficile de s'y attaquer. Dans l'amélioration de la qualité, il y a beaucoup de biais statistiques et de préjugés inconscients. Ce n'est pas une profession ou un genre de personne. Tout le monde a ses préjugés, ses a priori. Donc, les données peuvent nous permettre de comprendre ces a priori. Par exemple, rappelez-vous que lorsque vous réfléchissez à quelque chose, vous recréez une idée et vous renforcez certains souvenirs, certains éléments, alors que vous vous débarrassez d'autres éléments de votre mémoire. Nous sommes les seuls animaux à pouvoir le faire, de sorte que parfois, on attribue des idées, des impressions à d'autres personnes. On filtre sélectivement de l'information qui confirme notre point de vue. Et d'ailleurs, si notre mémoire est préparée à le faire, on peut même percevoir des choses qui n'y sont pas ou omettre des choses qui ne sont pas présentes. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos où vous avez quelque chose d'étonnant qui traverse la vidéo et personne ne le remarque. Alors, la raison pour laquelle je dis, c'est que les données sont censées orienter votre projet, mais les données ne sont pas censées, comme le disait Karen Long, de vous montrer que vous avez une preuve concrète que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous pouvez avoir des graphiques de contrôle, des diagrammes de progression, mais ce n'est pas l'objectif des données d'amélioration de la qualité. Alors, je vais me concentrer sur 3 mesures aujourd'hui. Mesures de résultats, de processus et d'équilibre. Vous savez sans doute de quoi il s'agit. Vous avez peut-être entendu parler de ces choses et peut-être que vous sont familières, mais peut-être que vous bénéficierez de ce rappel. Alors, les mesures de résultats, si vous essayez de diminuer les nouveaux cas d'ITS déclarés par mois, bon, ça c'est une chose qu'on peut facilement mesurer. Les mesures de processus sont un peu plus difficiles à cerner. Vous essayez de mesurer ce que vous faites pour voir quel est l'impact sur le résultat. Par exemple, si vous essayez de comprendre quels sont le nombre de blessures associées aux chutes, la mesure de processus sera peut-être le programme de prévention des chutes. Et vous allez compter le nombre d'aiguillages. Et ça, c'est un moyen de quantitativement mesurer ce que vous faites pour apporter le changement. Et ça peut avoir quelques avantages. On en parlera un peu plus tard, mais il est important pour l'équipe de comprendre ce qu'elle mesure en faveur du changement et les aiguillages, par exemple, interagissent-ils avec les chutes. Et on peut voir ça sur un diagramme. On en parlera dans un instant. Une chose qui est un peu plus complexe, c'est les mesures d'équilibre ou des mesures compensatoires. Alors,
la mesure du résultat, c'est ce qu'on veut changer grâce à l'intervention. La mesure d'équilibre, c'est ce qui a changé, mais qui n'était pas l'objet de votre intervention. On peut penser à l'argent. Par exemple, vous voulez diminuer le nombre de blessures associées aux chutes, mais peut-être que vous allez penser au coût de l'intervention, au coût des chutes, pour voir si vous avez épargné de l'argent. Ça peut être une bonne chose. Ou alors si ça a coûté beaucoup d'argent. Pour les cas d'infection transmise sexuellement, d'ITS, peut-être que vous pouvez regarder le taux de satisfaction. Peut-être que la déclaration des nouveaux cas d'ITS ont diminué, mais ce que vous avez fait, ça a aussi diminué la satisfaction du personnel. Alors, les mesures d'équilibre ou compensatoires, c'est ce qui vous permet d'être sûr que vous mesurez les avantages inattendus de votre projet, mais aussi les conséquences inattendues qui peuvent être, quant à elles, négatives. Moi, j'aime mettre les choses en contexte. Alors, j'ai cette métaphore pour vous, dans l'espoir de vous présenter ces mesures de manière conceptuellement plus facile à comprendre. Alors, pourquoi doit-on recueillir des données? Bon, on dit souvent, on ne peut pas savoir quels sont nos résultats sans mesurer. Alors, vous avez un problème, et puis vous vous dites, bon, il faut tout simplement agir. Mais, accessoirement, si je pense à un porc qu'on veut engraisser pour le vendre, c'est l'exemple que je vais choisir, si vous ne le pesez pas, comment savoir si vous pourrez le vendre? Et vous devez vendre à un prix plus élevé que vos coûts. Alors, il faut pouvoir mesurer ce que ça vous coûte d'engraisser votre porc. Donc, le poids, ça, c'est votre résultat. Mais la mesure de processus, c'est combien est-ce que ça coûte que d'alimenter ce porc pour changer son poids. Alors, vous allez veiller à ce que le coût pour alimenter votre porc ne soit pas supérieur à l'argent que vous aurez en le vendant. Alors, ce qu'on peut déduire, c'est qu'on a le coût de la provende. Et tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est déterminer ce qui coûte le plus et essayer de limiter ces coûts le plus possible. Pensons à présent aux mesures d'équilibre. Le traitement des animaux. Est-ce que c'est important? Avoir une attitude humaine envers le porc, ça ne vous rapportera peut-être pas plus, mais ça importe. Et si vous ne calculez pas ce facteur, ça pourra avoir un impact sur le projet d'engraissement en général. Si vous voulez m'interrompre, d'ailleurs, si vous avez une question, si vous voulez que je réponde à la question maintenant, n'hésitez pas. Alors, je vais à présent vous présenter un énoncé d'objectifs. Alors, d'avril à septembre 2020, les chutes diminueront de 70% à l'unité de soins parallèle de l'hôpital de Fosseville. Alors, une chose à noter, c'est que lorsqu'on pilote une équipe, avoir ces données et cet objectif, ça vous permet d'avoir ces conversations. Par exemple, les données de référence. Pensez à tout ce qui pourrait augmenter ou diminuer le risque de chute. Quelle est l'échéance? Étant donné que c'est dans l'énoncé d'objectifs, vous devez établir l'échéancier.
Ensuite, pensez quand la plupart des chutes surviennent-elles? C'est un facteur contributif au résultat global. Une autre chose, c'est de définir vos données. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de données ou d'avoir des données parfaites, mais il en faut quand même quelques-unes. Si quelqu'un fait une chute, vous devez le noter, mais chacun doit noter la même chose. Est-ce qu'une glissade est une chute? Est-ce que vous devez avoir une collecte de données qui soit uniforme? Alors, un des principes que Karen Mung et François Botta ont évoqué, c'est la qualité. Si vous étiez des robots que vous pouviez traiter le plus de données possible, vous voudriez le plus de données sur lesquelles vous puissiez mettre la main. Mais il faut toujours équilibrer la quantité et la qualité des données, ainsi que le temps qu'il faut pour faire la collecte, mais aussi analyser les données. Et vous devez trouver le point d'équilibre pour vous. On peut dire qu'aucune donnée n'est dangereuse, mais globalement, ce que vous voulez éviter, c'est de démotiver votre équipe. Alors, quelques principes clés sur le plan de la collecte des données. Commencez petit. Allez-y progressivement. Comme vous allez voir en bas, vous voulez surtout veiller à assurer la cohérence des données, à confiner les erreurs, mais vous êtes bien mieux de trouver des erreurs et des inefficiences dans la collecte de données avec peu de points de données. Commencez par 15 points de données, par exemple, et regardez où se produisent les erreurs. Et ensuite, demandez-vous combien de temps faut-il consacrer à cet effort? Et est-ce que ce sera une charge insurmontable sur le plan du temps qu'il faut y consacrer? Parce qu'il ne faut pas non plus bombarder les responsables de la collecte de données. Ensuite, quand les données doivent-elles être utilisées? Vous savez, vous avez votre intervention avec les cycles PEEA, vous avez votre problème, votre énoncé d'objectif et votre intervention. Les données doivent accompagner ces choses. Autrement, vous pouvez faire autant de PEEA que vous voulez, mais si vous ne lignez pas au problème ni à l'objectif ou à l'intervention, vous n'arriverez jamais à votre finalité. Vous devez établir des liens de sorte que vous puissiez faire le lien entre les valeurs de référence qui puissent s'appliquer pour les mesures de résultats, de processus et d'équilibre. Et ensuite, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on peut utiliser des données qualitatives? Les interviews, les données qualitatives, toutes ces choses vous permettent de comprendre un phénomène, comprendre ce qui se produit. Et généralement, une fois que vous avez une intervention, pour savoir si vous avez un impact, c'est là que vous allez faire intervenir plus de données qualitatives. Pendant la planification, vous allez essayer de faire la collecte de données, voir combien de temps ça prend. Bon, ça, j'en ai parlé. Combien de temps ça prend et à quel point les données sont importantes. Vous devez savoir si les données vous donnent l'information que vous cherchez et vous devez recalibrer. Est-ce que tout le monde fait la même collecte? Est-ce qu'on peut faire de même méthode? On a parlé des mesures d'équilibre. C'est ce que vous devez mesurer constamment et passer par vos cycles PEEA. Alors, voici un exemple. Et ce ne sont pas des données factuelles, c'est simplement un exemple. Alors, la première question, pour les mesures de résultats. En quoi la réussite du projet transformera-t-elle notre domaine? C'est une mesure de résultat qui est relativement contrôlable. Par exemple,
pendant la COVID-19, vous devez discuter avec le public, mais différemment. Enfin, c'est le genre de choses qui est très difficile à contrôler. Peut-être que dans une équipe interprofessionnelle, vous aurez des conversations qui vous permettront d'aboutir sur des indicateurs qui reflètent les velléités de chacune des professions. Il est très important d'avoir cette conversation. Alors, le programme que j'examine ici a été mis en place pour les proches aidants qui participent à l'amélioration des soins palliatifs. Alors, pour les proches aidants, on demandait, est-ce qu'ils sont aiguillés vers les services pertinents? Est-ce que l'évaluation de besoins des proches aidants en matière de soutien a été réalisée? Et ensuite, est-ce qu'on leur a donné des outils pour l'autogestion de leurs difficultés? Alors, une mesure de résultat, ça pourrait être l'absence du travail. Peut-être que vous pouvez mesurer combien de temps chacun est absent du travail. Alors, là, vous devez déterminer absence du travail. Il ne faut pas que ça soit un congé. Alors, vous devez avoir un plan de collecte de données et vous devez pouvoir intervenir ainsi qu'établir un lien entre les interventions et la mesure du résultat. Comment savoir si vos résultats sont effectivement attribuables à votre intervention? C'est très important. Ensuite, on passe aux mesures de processus. La question est comment mesurer ce que vous faites? Et souvent, c'est des intrants bien précis. Vous tâchez d'équilibrer entre l'exactitude et la faisabilité. Ensuite, est-ce que vous pouvez obtenir les données en temps opportun? Si vos mesures de processus prennent 5 mois, ça ne sera sans doute pas utile pour éclairer votre action. Je vous rappelle, ceci doit toujours éclairer votre action. Et ensuite, vous devez soigneusement définir les paramètres et l'interprétation des données. Donc, vous faites la collecte de ces données, mais vos parties prenantes doivent comprendre les données de la même façon. Par exemple, le type de mesure de processus pourrait être des aiguillages, évaluation en matière de soutien et peut-être le rapprochement entre la personne qui est dans le besoin et le soutien. Alors, des exemples de mesures de processus, les aiguillages, les soutiens et ces liens. Alors, comment obtenir ces données? Comment les membres de l'équipe peuvent-ils jouer un rôle dans l'obtention des données? Est-ce qu'on peut les obtenir en temps opportun? Qu'est-ce qui est pertinent? Et ainsi de suite. Et enfin, les mesures d'équilibre. Quelles sont les conséquences inattendues du projet? Ça a un impact, mais pas sur l'objet principal de votre projet. Quelles sont les conséquences positives et négatives? Vous tâchez de mesurer un impact potentiel de votre projet qui n'était pas attendu. Alors, vous faites un remue-ménage, il y a des possibilités infinies. Alors, prenez les plus importantes. Souvent, l'argent, c'est très important, comme on le disait, et il faut aussi garder la sécurité du patient à l'avant-plan. Et pensez toujours à cela en matière de mesures d'équilibre. De nouveau, je vous donne quelques exemples pour notre intervention. Coût de mise en œuvre, temps consacré au soutien et secret professionnel des praticiens. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut faire une analyse des coûts pour montrer s'il y a des économies? Et un autre exemple de question, est-ce que les soins aux patients sont touchés négativement ou encore positivement? J'ai dit qu'on allait rapidement parler des graphiques. Alors voici un diagramme de progression très simple. Je n'ai pas fait de graphique de contrôle, c'est tout simplement un diagramme de progression. C'est simplement pour examiner les données et tâcher de comprendre. Voyez comment ça peut orienter votre projet. Là, on a choisi l'absence du travail qui n'est pas un congé. Alors, c'est précis, là, absence autre que vacances. Une mesure de processus, bon, il pourrait y avoir un aspect saisonnier aux absences. Et
on note où sont les valeurs de référence, où est le début de l'intervention, et vous voyez qu'il y a une petite augmentation au début de l'intervention. Et ça, c'est fréquent. Bon, vous commencez une intervention, règle générale, ce que vous voulez augmenter augmente, et puis au fil du temps, ça diminue. Et puis, vous voyez qu'il y a une relation inversée entre les aiguillages adaptés et les absences du travail. Les indicateurs pertinents augmentent, on peut s'y attendre. Mais ensuite, vous constatez que vous avez peut-être besoin de moins d'aiguillage. Et vous aurez peut-être une augmentation des absences à un certain moment, mais il faudrait les juxtaposer à l'année précédente. Par exemple, janvier, février, l'année dernière, il y a eu une augmentation en flèche. Et là, ça augmente peut-être un peu plus tôt, mais bon, ça va augmenter au 10e et 9e et 10e mois, c'était le cas l'année précédente, mais c'est plus faible que l'année précédente. Alors, c'est le genre de conversation que vous pouvez avoir avec vos parties prenantes, chemin faisant. Et je voulais garder du temps pour les questions, alors je vais simplement vous montrer cette diapo sur le coût net de l'intervention. Alors, vous prenez le coût de votre intervention et les économies. Et si vous essayez d'assurer la pérennité de votre projet, même s'il faut un peu de temps et d'effort, si vous pouvez montrer que ce que vous faites pour l'organisme est un moyen d'économiser de l'argent, souvent, ça peut assurer la pérennité du projet. Alors, c'est vraiment tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci encore de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé que c'était utile et je suis évidemment disposée à répondre à vos questions. De retour à vous, Neil. Neil Drimer. Merci beaucoup, professeur Egan. Vous avez dit des choses très importantes et j'ai indiqué certains des commentaires. Les données, bon, ça peut être une forme de radar, si vous voulez, mais ce n'est pas une preuve. Et vous avez insisté sur la différence entre, justement, les données pour la recherche et les données pour l'amélioration de la qualité. Alors, nous allons prendre quelques questions. J'en vois une qui a déjà été saisie dans la boîte des dialogues et je pense que beaucoup de personnes se la posent. Alors, Sharon de l'Université de l'Alberta qui dit que ce serait difficile de mesurer l'impact des programmes de soins à domicile à l'heure actuelle par rapport à la détresse des précédents en raison des changements associés à la COVID-19. Alors, qu'en est-il de ce genre de variables externes? Comment mesurer l'impact quand vous avez une grosse variable comme la COVID-19 qui vient vous mettre des bâtons dans les roues? Professeur Egan, bien, vous savez, il n'y a pas de panacée, mais ce que vous pouvez faire, c'est annoter. Personne n'oubliera la COVID, je crois, de son vivant, mais certaines choses peuvent se produire. C'est même un gros écart dans vos données. Vous avez une montée en flèche. Si vous servez des encadrés noirs, comme ce que vous voyez à l'écran, pour les noter, ça vous rappellera de ce qui se passait à ce moment-là. Si vous avez une déficience dans vos données, que vous avez une pointe à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être que ça a échappé à votre contrôle et c'est un moyen de communiquer. Et tout le monde se rappellera quand la COVID a commencé, mais peut-être qu'on ne se rappellera pas, peut-être quand il y a eu un accident et qu'il y a eu une augmentation des arrivées aux urgences. Peut-être que vous allez oublier, mais si vous le notez, que vous le montrez, ça vous permettra de vous rappeler. Bon, cela dit, dans le genre de situation dans laquelle on se trouve, les données passent au deuxième plan après les soins communautaires et les soins de soi. Neil Drimer. Oui, je pense que les diagrammes de progression sont essentiels pour raconter un récit. Et d'ailleurs, Sharon ajoute dans la boîte de dialogue qu'au Royaume-Uni, on a indiqué que la COVID-19 avait rajouté 10 heures de travail par semaine pour les proches aidants. Alors, une autre question qu'on se posait, c'est à quelle fréquence doit-on revoir son plan de collecte? Avez-vous des recommandations? Bon, je sais que
certaines personnes font la collecte des données, mais ne l'analysent pas, ne l'examinent pas avant 6 mois. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à la fréquence de l'analyse de ces données? Professeur Higgins. Eh bien, écoutez, je ne vous apprendrai rien en vous disant que plus souvent vous examinerez les données, mieux ce sera. Vous savez, c'est un peu comme avec la COVID et les tests. Plus vite on sait, plus vite on peut agir. Mais comme toujours, il faut que ce soit équilibré avec la faisabilité. Vous pouvez faire la collecte à des intervalles différents également. Par exemple, si vous regardez l'absence du travail, vous pouvez examiner cela sur une base hebdomadaire. Mais peut-être que d'autres indicateurs sont moins utiles et donc vous ne faites une collecte que mensuellement. Alors vous devez constamment équilibrer combien de temps est-ce que ça prend pour faire la collecte, à quel point est-ce important, et si vous pouvez choisir 2 choses dont vous faites la collecte de manière hebdomadaire et que rétrospectivement vous examinez 2 ou 3 autres indicateurs qui ne sont pas essentiels ou qui ne sont pas aussi essentiels sur le plan régulier, ça devrait être suffisant l'un dans l'autre. Neil Drimer, merci. Alors, je vois que l'heure est quasi écoulée. Alors, je vous encourage, si vous avez des questions, à continuer de les saisir dans la boîte de dialogue et nous répondrons après coup et peut-être même qu'on pourra envoyer les questions par courriel au professeur Higgins. Alors, merci, Rylan Higgins, ainsi que Karen Long et François Botta. Je vous rappelle que notre prochain webinaire sera le 17 juin à midi et on touchera l'innovation rapide, leçon issue d'une crise. D'ailleurs, si vous avez des innovations rapides que vous avez mises à l'essai pendant cette pandémie, on aimerait en entendre parler, ça fait des politiques, des ressources, des outils, enfin des nouvelles façons de travailler. On se réjouirait de les entendre. Alors n'hésitez pas, écrivez à notre équipe des défis. De nouveau, merci. Merci au professeur Higgins, à Karen Long, au docteur Botta pour tout ce qu'ils ont partagé aujourd'hui. Et je vous remercie, vous aussi, chères équipes, ainsi que nos productrices qui travaillent dans les coulisses pour veiller à ce que ce webinaire se déroule sans difficulté. Et de nouveau, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie énormément d'avoir participé et d'avoir contribué à vos réflexions. Alors avant que vous nous quittiez, on vous demande d'accepter de remplir les quelques questions de sondage affichées à l'écran, car vos commentaires nous sont très précieux. C'est ce qui nous permet d'éclairer les futurs webinaires de priorité santé. De nouveau, merci à tous et passez un excellent long week-end. Le professeur Higgins, merci à tous.